Bonsoir, merci parce qu'on quitté l'émission à l'interview installée sous écran téléphone, tablette ou bien télévision. Nous comptons régionaux pour nous présenter au nouveau numéro émission ci là. Nous avons avec nous virtuellement depuis la France sous plateau émission l'interview Mathias Devers, politologue. Il a un master 2 en politique et pratique des organisations internationales. À l'Université Grenoble-Alpes de France, son mémoire de recherche s'est porté sur les opérations de paix de l'ONU à l'épreuve des conflits intra-étatiques cas d'Haïti de 1993 à 2019. Monsieur Devers, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et bonjour, Naïma Saint-Éloi. Bonjour à tous les super branchés de l'émission Interview. Encore une fois, c'est un privilège pour moi d'être là en vue de répondre à vos questions et merci encore de l'invitation. Souffrez pour nous faire une considération ça, on nous dit rappel et par rapport avec ça qui t'est passé dans l'information dans le dernier rapport Conseil sécurité l'ONU, organisation soulignait qu'il y a 2800 personnes qui mourent dans le cas d'insécurité sorti mois octobre passé arrivé dans mois juin année ça, parmi eux il y a 247 femmes et puis il y a 1500 cas kidnapping bandi au commet sans compter 130 000 personnes qui courent quitter la caillou à cause de violence gang armé. Donc, face à ce phénomène d'insécurité à Cap Taïbanda, n'a rappelé le Premier ministre Ariel Henry, 22 septembre passé, a continué à demander débarquement en force étrangère pour venir aider combattre contre gang criminels dans le pays. Nous devons rappeler rapidement, 2 octobre passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé déploiement en mission multinationale en Haïti dans l'idée pour venir aider dans la bataille contre l'insécurité. Donc, monsieur Devers, le feu vert est donné pour le débarquement d'une force multinationale en Haïti. Donc, la question qui revient encore et encore dans les débats, comment cette nouvelle mission pourrait-elle aider face à la violence des gangs en Haïti? Et Madame Saint-Éloi, laissez-moi vous dire que dès lors qu'un pays appelle à l'aide internationale, on sollicite l'aide de la communauté internationale pour l'aider à résoudre un problème. Cela veut dire que donc les gouvernants, encore les autorités qui sont établies à la tête de l'État sont incapables elles-mêmes, ou bien à savoir les autorités, de résoudre ce problème. Et c'est ce qu'on appelle crise, parce que donc, il y a crise, c'est lorsque donc ceux qui sont censés résoudre la situation anormale ne sont pas capables de le faire. Et du coup, comme étant donné la charte de l'ONU, elle est claire, et surtout l'ONU, n'oubliez pas qu'elle est là aussi principalement pour maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Et la situation en Haïti, c'est une situation de tension, pas uniquement pour les Haïtiens, mais également pour la région, parce que n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a ces genres de crise, il y a surtout une forme de flux migratoire. Et les pays voisins, tout ça, sont censés et font face à un sérieux problème en termes de réception et des migrants haïtiens qui laissent à fuir le pays par tous les moyens. Donc, du coup, dès lors qu'il y a ce problème où les droits humains sont violés, où les droits humains des gens, de la population ne sont pas respectés, du coup, l'autorité qui est habilitée, qui est légitime pour intervenir dans ce genre de situation, c'est surtout l'ONU à travers le Conseil de sécurité. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que donc l'ONU, lorsqu'elle intervient dans les crises, l'ONU peut intervenir à divers niveaux. Par exemple, le premier niveau, c'est que donc, le Conseil de sécurité peut autoriser une intervention de paix typiquement onusienne. Deuxièmement encore, le Conseil de sécurité peut autoriser une intervention typiquement régionale, comme c'est le cas de l'OTAN dans de nombreux pays en crise. Encore, le Conseil de sécurité peut autoriser une intervention dirigée par des coalitions multinationales. Et dans le cas d'Haïti, c'est ce qui se produit. On voit que le Conseil de sécurité a adopté une résolution permettant à des coalitions d'États, à une coalition d'États d'intervenir en Haïti pour aider à rétablir l'ordre. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette résolution adoptée par l'ONU, il faut savoir, la force qui sera déployée éventuellement en Haïti n'est pas une force totalement onusienne, mais elle est autorisée par l'ONU. Donc, deuxièmement aussi, donc, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ONU a adopté cette résolution avec beaucoup de recul, beaucoup de prudence dans le cas d'Haïti. Ce qu'il faut constater, dès les premières lignes même de la résolution 2699 adoptée le 2 octobre dernier, on a pu voir que la communauté internationale
encore les acteurs internationaux ont rappelé, c'est aux acteurs haïtiens, aux politiques haïtiens qu'il revient de résoudre les problèmes au niveau d'Haïti pour faire respecter les droits humains. C'est-à-dire que là, l'ONU est dans une démarche, contrairement à ce qu'elle faisait autrefois, où l'ONU se disait qu'elle est capable de résoudre les crises dans les États fragilisés par des conflits, qu'elle est capable encore de reconstruire des États, ce qu'on appelle le state building. Aujourd'hui, l'ONU est dans une posture où elle est consciente même de ses faiblesses opérationnelles, elle est consciente aussi de la question de la crise de crédibilité, de légitimité qu'elle fait face en Haïti. C'est pour cette raison également qu'elle n'a pas voulu, évidemment, intervenir directement en Haïti, mais elle a autorisé une intervention multinationale en Haïti. Et deuxièmement aussi, comme l'ONU aussi ne veut pas adopter une approche trop ambitieuse qui n'est pas conforme par rapport à ses capacités opérationnelles. L'ONU dit qu'elle n'est pas là pour reconstruire, qu'elle n'est pas là pour résoudre à la place des Haïtiens le problème, mais plutôt donc, la mission multinationale sera là pour appuyer donc, la force et la police nationale haïtienne pour pouvoir contrer la violence des gangs. Donc évidemment, on peut dire que les missions multinationales, lorsqu'elles interviennent en Haïti, finalement, elles ont connu quelques succès, même si c'est des succès sur le court terme, parce qu'il faut rappeler que ce ne sera pas la première intervention multinationale en Haïti, parce que lorsque l'ONU avait autorisé la première opération de maintien de la paix en Haïti en 1993, à savoir la MINUA, et comme les dirigeants militaires à l'époque ne voulaient pas obtempérer, la MINUA ne pouvait pas se déployer totalement. Alors, en 1994, le Conseil de sécurité avait autorisé le déploiement d'une force multinationale dirigée par les Américains pour pouvoir intervenir en Haïti. C'est cette force multinationale qui a permis le retour de Jean-Baptiste Aristide au pouvoir en 1995. Eh bien, la MINUA a pris le relais. On peut parler de MINUA 2. Ensuite, également, en 2004, lors de la crise lors de la crise de 2004, donc avant même la MINUSTA, il y avait eu une force multinationale intérimaire qui était venue en Haïti pour pacifier la situation, pour préparer le terrain pour les forces nuisiennes, à savoir la MINUSTA. Donc, du coup, on peut dire évidemment que lorsque la force multinationale intervenait en Haïti en 2014, on a pu voir qu'il y avait eu une forme de semblant de sécurité, de pacification dans le pays à court terme. Évidemment, en 2004 aussi, lorsque les forces intervenaient, sur le coup de terme, on a pu voir que les problèmes, on avait eu comme l'impression que les problèmes et le problème de l'insécurité étaient résolus en Haïti. Ce qu'il faut remarquer dans le cas des opérations de paix internationales, que ce soit les forces multinationales en Haïti, encore les opérations de maintien de la paix classiques de l'ONU, sur le coup de terme, ces opérations ont toujours réussi, ont toujours atteint leurs objectifs en Haïti. Là où le bas blesse, c'est surtout sur le long terme, car après le départ des forces onusiennes, encore des forces internationales, la situation devient pareille ou encore pire, comme c'est le cas en 2023, lorsqu'on sait que Haïti politologue de Verre, nous t'a dit que nous juste gagné des résultats cosmétiques parce que j'en dis nous pas vraiment la paix durable. L'ONU veut faire comprendre. Évidemment, c'est là où le bas blesse parce que non, lorsque la MINUA intervenait en Haïti, Madame Naïma Saint-Éloi, j'examine auditeurs téléspectateurs, donc on a pu voir que voilà, il y avait eu la sécurité en Haïti, la paix était rétablie, il y avait eu un environnement sûr en Haïti stable. Et bien, c'est même cette MINUA qui avait permis aussi l'élection même de Bounikassa Préval en Haïti, dès les années 1995-96. Eh bien, après la MINUA, évidemment, on a senti que voilà, Haïti était en phase et d'aller vers une forme de stabilité. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Saint-Éloi, eh bien, lors de la crise électorale de 2000, Haïti est replongé à nouveau dans une autre crise politique qui a provoqué une crise humanitaire dans le pays. Et c'est ce qui a permis à ce que l'ONU adopte à nouveau de nouvelles résolutions sur la situation haïtienne et pour dépêcher, évidemment, une énième mission de maintien de la paix en Haïti qui est la MINUSTA. Donc, si la MINUSTA avait réussi sa mission sur le long terme, la MINUSTA n'aurait pas lieu. Si évidemment la MINUSTA avait réussi sa mission sur le long terme, évidemment, on n'aurait pas dû faire face aujourd'hui à cette nouvelle mission multinationale d'appel à la sécurité. Donc, si aujourd'hui l'ONU est en train de prendre des mesures continuellement sur Haïti, c'est par le fait que la politique publique mise en œuvre par l'ONU en Haïti de 1993 à aujourd'hui n'a pas réussi et n'a pas permis de résoudre le problème haïtien de manière durable, de manière définitive. Donc, la paix historique en Haïti a été une paix fragile. Elle n'a pas été Monsieur Devers, mais ça nous laisse comprendre. On est tout le temps dans le besoin de nouvelles forces internationales, malheureusement. Oui, Monsieur Devers, ça nous voulait essayer de comprendre, c'est que on dit que nous sommes capables de garder une mission qui passait ou déjà, n'a pas eu de mission onusienne. Ou tu prends dans l'étude et cas d'Haïti 1993 à 2019. Mais on montre nous que toute mission ça qui déploie dans la période ça, yo échoué.
parce que, soi-disant, la paix durable, tu veux mettre en Haïti, non, pas ouais. Mais pour qui ça, et par rapport avec même constat, nous fait en Haïti, question gang qui a des problèmes, et la question violation de droits de tout qui m'a connu avec situation ça, il fait appel avec même mission onusienne. Est-ce que nous capables de dire un paradigme qui changeait? Est-ce que nous capables attendre un résultat plus ou moins positif de côté mission ça? Est-ce que ou essayer d'étudier capable dire contexte là? Et Madame Naïma Setelois, donc laissez-moi vous dire que dans les recherches que j'ai réalisées sur les missions de paix, il y a deux conditions qui doivent réunir pour que une opération de paix puisse réussir. D'abord, il faudrait que la communauté internationale ait un agenda clair et bien défini, bien établi. Deuxièmement aussi, il faut qu'il y ait une forme d'adhésion locale au projet de paix. Ce qui s'est passé dans le cas d'Haïti, lorsque j'ai étudié ces missions de paix, j'ai pu voir, Madame Setelois, que ces missions de paix ont fait face à certains problèmes fondamentaux, surtout des problèmes d'ordre opérationnel. Le premier problème auquel les missions de paix ont fait face en Haïti, c'est surtout par rapport à la qualité peu convaincante des troupes. N'oubliez pas, Madame Setelois, que la dernière grosse EMP déployée en Haïti a été dirigée par le Brésil. Et pourquoi la dernière grosse EMP a été dirigée par le Brésil en 2004, à savoir la MINUSTAH? C'est parce que les Américains qui ont intervenu en Haïti, à travers des missions intérimaires, n'ont pas voulu poursuivre l'opération. Du coup, ils ont fait place à l'ONU pour mener l'opération de maintien de la paix en Haïti et cette force a été dirigée par le Brésil. Deuxièmement, la plupart des soldats qui faisaient partie de la MINUSTAH, c'est des soldats qui viennent des pays du Sud, des pays en développement. Or, de quoi il en est en matière d'opération de maintien de la paix? Les chercheurs internationaux, comme par exemple Ronald Artaud et Kalman Tadi, vous disent que voilà, les pays en développement n'ont pas assez de ressources pour moderniser leur armée. Lorsque ces pays interviennent dans un conflit intra-étatique, par exemple, ils peuvent avoir des intérêts géoéconomiques, encore géopolitiques, cependant, mais le soldat, encore le tout, ne sont pas préparés pour ces genres de conflits. Or, les grandes puissances qui sont préparées pour ces genres de conflits ne sont pas intéressées à intervenir dans certains conflits, comme par exemple dans les conflits en Haïti, d'autres pays encore en Afrique. Donc, ce qui s'est passé dans le cadre de la MINUSTAH, si vous avez suivi l'actualité entre 2004 et 2019, on a pu voir que les soldats de la MINUSTAH sont responsables même de la propagation du choléra en Haïti, parce que ce sont des Népalais qui étaient venus en Haïti qui sont responsables de cette épidémie. Deuxièmement aussi, il y a eu aussi une forme de scandale de fraude et malversation à hauteur de 610 millions au sein même de la MINUSTAH, c'est-à-dire que c'est cette-là qui était responsable de ce cas de fraude et malversation. Et troisièmement aussi, on a pu voir aussi que des soldats de la MINUSTAH avaient eu recours à des prostituées mineures, c'est-à-dire, et cette force, et il faut comprendre que donc, l'un des éléments pouvant faciliter le succès d'une opération de paix, c'est la légitimité et la crédibilité. Or, lors de l'opérationnalisation de la MINUSTAH, les soldats de la MINUSTAH faisaient face à un problème de crédibilité et de légitimité en raison de nombreux scandales auxquels ils faisaient face. Deuxièmement aussi, il y a une question même de faible interaction locale. Pourquoi je parle de faible interaction avec le local? Il y a une ancienne professeure à Sciences Po Paris, je crois que c'est bien Béatrice Pauline-Morgan, qui a fait un travail de recherche sur les peacekeepers en Haïti. Béatrice a étudié la MINUA qui est bien la première mission de maintien de la paix de l'ONU en Haïti. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle s'est rendue compte que les agents, encore les troupes de la MINUA, débarquaient dans certains cas espaces en Haïti et sur le char blindé et voiture à toute vitesse, mais ils ne parlaient pas aux populations, aux habitants ou encore aux paysans. C'est-à-dire là, on ne peut pas imaginer le succès d'une mission lorsque vous avez une image des pesquipaires, des gens qui roulent en grosse voiture en Haïti, qui roulent sur des chars blindés, mais qui n'interagissent pas avec le local. Et malheureusement, encore une fois, dans le cas du Kenya, j'ai appris que c'est en ce moment que les policiers kenyans commencent à apprendre à parler français, c'est-à-dire pour pouvoir interagir avec les Haïtiens. Or, on sait que l'interaction locale, c'est un élément qui peut faciliter le succès des opérations. Également, dans le cas de la MINUSTAH, qu'elles sont servies à travers les recherches de Nami Diraza, elle vous a dit que voilà, au début de la mission, la MINUSTAH était concentrée sur Port-au-Prince, c'est-à-dire les paysans en dehors n'étaient pas concernés trop par la mission. Or, on ne peut pas imaginer le succès d'une opération si la population locale, si les acteurs locaux ne sont pas concernés, s'ils ne sont pas impliqués dans ce projet de paix. Ça, c'est le troisième problème. Et quatrième problème auquel les missions de paix ont fait face, c'est surtout par rapport à l'insuffisance des ressources allouées. Pourquoi? Parce que donc, on ne peut pas imaginer la construction de la paix, la consolidation de la paix dans un pays si on n'investit pas des ressources suffisamment adéquates. Par exemple, depuis en 2006, un rapport du secrétaire général de l'ONU avait déjà attiré l'attention des banques internationaux sur le fait que
donc le retard pris dans le financement et de l'opération en Haïti peut fragiliser la construction des capacités locales dans ce pays. Et en 2022, Mme Naïma Sitoa, je vous le rappelle que le plan de réponse humanitaire pour Haïti a été financé qu'à hauteur de 14%. Le besoin est évalué à près de 373 millions de dollars, mais l'ONU avait pu collecter que 14% de ce budget. Donc, du coup, il y a un problème en termes de ressources. Cinquième et dernier problème sur lequel je vais mettre en phase, c'est surtout les acteurs qui interviennent en Haïti ont toujours tendance à éviter de se mettre sur place. Pourquoi ils cherchent à éviter de se mettre sur place? C'est surtout pour éviter d'investir trop de ressources. Par exemple, dans le cas des États-Unis, à 2 reprises, les Américains sont intervenus pour établir l'ordre en Haïti, mais ils n'ont pas voulu rester. Et si vous avez étudié les missions de paix de l'ONU, les premières missions de paix de l'ONU, bien sûr, vous pouvez voir qu'elles avaient une forme qu'elles étaient de courte durée, entre ces quelques mois et 3 ans. Et deuxièmement aussi, même lorsque ces missions de paix ont peut-être une durée convenable, comme par exemple dans le cas de la MINUSTAH, qui a duré de 2004 à 2017, on peut voir que la mission peut laisser le pays sans s'assurer de la pérennité des travaux entrepris, des efforts qu'ils ont entrepris. Et ça a été le cas de la MINUSTAH. On a pu voir que la MINUSTAH a quitté le pays en 2017. Et bien, il y a eu une mission de paix de petite taille qui a pris le relais, la MINUJUST. Ensuite, le BINU, et bien, qu'est-ce qu'on a pu voir? Et bien, moins de 5 ans après, le pays est plongé à nouveau dans une crise qui est encore pire que la crise de 2004. Pourquoi? C'est parce que donc les efforts n'ont pas été poursuivis. Il n'y avait pas eu de construction de capacité locale. Donc, il n'y avait pas une paix durable. Il y avait plutôt une paix cosmétique, une paix fragile et qui ne peut pas aller sur le long terme. Donc, pour la simple bonne raison que les ressources investies en Haïti n'ont pas été suffisantes, l'approche adoptée en Haïti n'a pas été une approche structurelle, ça a été plutôt une approche conjoncturelle. Donc, malheureusement, ça a été le cas. Évidemment, pour aller peut-être vers une paix durable, Mme Naïma Sitoa, je dois vous rappeler que des recherches effectuées par des chercheurs européens, même au niveau des centres de recherche en Suède, ont démontré que l'un des plus grands problèmes auxquels les pays qui sont en conflit interne font face, c'est surtout le problème de la pauvreté. On a pu voir qu'il y a un lien direct entre le niveau de développement du pays et la question de conflit à l'intérieur même de ces sociétés. On a pu voir que la plupart des pays qui font face à des conflits internes sont des pays qui sont pauvres. Donc d'abord, on s'est dit que voilà, pour pouvoir résoudre le problème de la sécurité dans un pays, il faut aller d'abord vers une forme de sécurité humaine où on peut s'assurer que les individus qui vivent dans ce pays ou encore dans cette société peuvent avoir accès à la nourriture, les individus peuvent avoir accès à des logements décents, les individus peuvent avoir accès à l'éducation, peuvent avoir accès à l'emploi. Parce que qu'est-ce qui se pose comme problème dans le cas des sociétés comme Haïti? Lorsque vous avez des jeunes donc, qui sont dans les quartiers populaires, donc, ils n'ont pas d'autre alternative que la délinquance parce qu'il n'y a pas vraiment d'université pour les accueillir. Et lorsqu'ils terminent les études à l'université, il n'y a pas de boulot. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est pauvre où la majorité de la population est de la pauvreté. Donc, du coup, il est probable que ce pays fait face à des problèmes de conflit interne, d'insécurité, de violence généralisée, car la violence, elle est systématique parce que donc, elle est la base même de la société, malheureusement. Donc, du coup, pour aller vers une résolution durable de la crise, il nous faut évidemment un appui de la communauté internationale, mais il faut surtout adopter des approches structurelles pour construire des capacités locales dans le pays pour résoudre de manière définitive la crise haïtienne, Mme Naïma Sitoa. Donc, comme dit Albert Einstein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si nous pas vraiment garder par rapport avec toute ça, d'accord, dit contrainte, mission onusienne avant t'es fait face et nous en 2023, donc même scénario capable de continuer produit, c'est bien ça. Et bon, oui, c'est possible. Déjà, il y a des heures qui ont été commises au niveau de la communauté internationale, même si je rappelle aussi, Mme Sitoa, que la communauté internationale a appris de quelques erreurs commises en Haïti. Par exemple, si vous avez lu la résolution 699, vous pouvez voir, que l'ONU a rappelé aux acteurs haïtiens que ça a eu de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'ils vous disent que voilà, ce n'est pas à nous de résoudre à votre place le problème, ça fait un. Deuxièmement aussi, les acteurs internationaux aussi ont rappelé aussi aux acteurs que voilà, les pays qui vont déployer des forces en Haïti, il va falloir que ces pays-là s'assurent même de la qualité des troupes qui sont déployées. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des problèmes de violation de droits en Haïti, et bien ils ont rappelé ça dans la résolution. Et troisièmement aussi, ils ont rappelé aussi qu'il faut adopter des mesures en matière de l'utilisation des eaux. Parce qu'il faut rappeler que ce sont les Népalais qui ont été responsables même de la propagation du choléra. Donc, il y a des leçons qui ont été prises, qui ont été apprises, mais malheureusement, donc, il y a des leçons aussi qui n'ont pas été apprises par la communauté internationale. Par exemple, en matière d'interaction locale, donc déployer des forces kenyanes en Haïti, on sait que voilà, les Kenyans, ils parlent anglais de manière anglais normalement. Cependant, en Haïti, on parle français et créole, mais français,
ce sont les membres de l'élite qui parlent français, mais vous allez déployer des troupes en Haïti qui sont en grande difficulté pour interagir avec le local. Deuxièmement aussi, lorsque vous voyez la qualité des troupes déployées en Haïti, on sait que voilà, on a eu des problèmes avec les dernières troupes de la MINUSTA. Aujourd'hui encore, on nous envoie des troupes venant d'un pays qui n'a pas développé, un pays qui n'a pas de crédibilité en matière de gestion de crise, parce qu'au niveau du Kenya, il y a des problèmes internes, il y a l'insécurité, il y a la violence avec les groupes terroristes. Et deuxièmement aussi, mais au niveau de la région de l'Afrique de l'Est, où le Kenya est bien, il y a des problèmes de sécurité, comme par exemple au niveau de Somalie, au niveau de la République démocratique du Congo, où il y a des centaines de milliers de réfugiés. Donc du coup, le Kenya n'est pas capable d'assurer sa sécurité intérieure, n'est pas capable d'assurer la sécurité au niveau de sa région. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le Kenya qui prétend vouloir assurer la sécurité en Haïti, dans une région qui est différente de la région africaine. Donc du coup, on sait que voilà, la communauté internationale a appris de certaines erreurs, mais elle n'a pas appris d'autres erreurs en Haïti. Évidemment, on l'a vu aussi que la force aussi sera financée par des contributions volontaires. On le sait très bien. Presque toutes les opérations de paix de l'ONU qui ont été financées sous base par des contributions volontaires ont fait face à un problème de financement parce que les États n'ont pas respecté leur engagement. Les États n'ont pas respecté leur engagement. C'est-à-dire qu'il y a un risque que des États qui promettent de l'argent au Kenya pour déployer des troupes en Haïti ne respectent pas leurs engagements. Et également, on a vu aussi dans la résolution que la mission aura un mandat initial d'1 an, mais 1 an pour organiser des élections, mais on sait très bien qu'1 an n'est pas raisonnable, c'est pas faisable. Et le pire aussi, il y a un risque, Madame Sekouloua, en matière d'anticipation des élections. Il y a un chercheur canadien qui est professeur émérite à l'Université d'Ottawa ou Paris, qui a élaboré une thèse dessus. Il a essayé de démontrer comment l'anticipation des élections peut amplifier la crise. Parce que qu'est-ce qui va se passer en Haïti? Dans le cas d'Haïti, vous avez près d'un tiers de la population qui ne dispose pas de documents d'identité. Et maintenant, vous dites que voilà, vous allez vers des élections. Vous n'avez pas d'institution. Les autorités qui sont à la tête de l'État sont en manque de légitimité. Donc, dit que voilà, une mission va permettre la réalisation des élections dans une an. Je pense que l'ONU est en train d'adopter une approche qui n'est pas réalisable, qui n'est pas faisable en Haïti. Et cela risque de compliquer encore la situation. Monsieur Levert, oui. Nous allons aller rapidement au dernier point, mais il faut que nous disions que nous sommes contents que l'ONU a dit que c'est acteurs haïtiens qui pour résoudre la crise là. Mais vous n'êtes pas sans savoir que même des représentants des États-Unis particulièrement montré que Jean, pays sale, qu'on a immiscé dans la question élection en Haïti. Donc, c'est pas en secret. Et s'il y a un diplomate américain qui dit, mais ça montre nous que l'international, bon, et généralement la communauté internationale, on surtout a fourré bouchli dans ça qui garder question et capable de souveraineté pays ça, entre guillemets. Mais si c'est Haïtien vraiment qui doit mettre tête ensemble pour résoudre la crise là, c'est ça, il dit, et il a insisté en pile sous question respect droit moun, pour nouvelle mission ça qui pourra le déployer. Mais vraiment, Monsieur Devers, si c'est nous-mêmes qui devons faire un regard vers nous-mêmes rapidement et dis-nous comment pour nous sortir face à cette situation ça, parce que vraiment, étant des forces multinationales qui parlent oui, nous pas qu'à crier alléluia, tout va être résolu. Si nous regardé par rapport avec acteurs politiques panouyo, comment faire, comment s'en sortir? Rapidement, Monsieur Devers, vous avez 3 minutes. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que donc, je n'ai jamais vu une crise résolue à travers le monde sans l'implication des acteurs locaux. La communauté internationale ne peut pas résoudre une crise à la place des acteurs locaux. Ce qui revient, en fait, donc je peux dire que voilà, il revient aux acteurs haïtiens d'élaborer un plan, d'élaborer un projet de société, d'avoir une feuille de route qui est claire, qui est bien définie pour pouvoir poser les problèmes de fond auxquels la société fait face et ensuite adopter des approches structurelles pour avoir une nouvelle orientation, pour donner une nouvelle orientation à la nation haïtienne. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comme problème en Haïti? Si aujourd'hui vous avez le Kenya qui va intervenir en Haïti, si aujourd'hui vous avez l'ONU qui a déjà adopté plus de 20 de résolutions en rapport à la situation en Haïti, c'est par le fait qu'il y a un véritable problème d'élite en Haïti. Parce que quel est le rôle de l'élite? L'élite est là pour pouvoir orienter la société, pour pouvoir apporter des réponses, des éléments de solution aux problèmes auxquels la société fait face. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate en Haïti, c'est-à-dire que vous avez une absence d'élite. Parce que l'élite n'arrive pas à donner le ton. L'élite n'arrive pas à orienter la société, n'arrive pas à orienter le peuple. Donc du coup là, je pense que d'abord, les acteurs haïtiens doivent être conscients de la situation que l'ONU, elle est incapable de résoudre la crise.
toute seule, elle ne peut pas la résoudre, qu'il revient à eux de résoudre la crise, et tout comme ça a été le cas dans de nombreux pays en crise, comme par exemple la Côte d'Ivoire, comme par exemple également le Libéria. Donc, il revient à eux de s'asseoir, de se mettre ensemble sur une table, de discuter pour dire, voilà, où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer de paradigme. C'est ce qu'il faut faire. Haïti n'est pas l'unique pays ayant connu des crises à travers le monde. La Chine a connu des crises, le Chili a connu des crises, mais aujourd'hui, le Chili, c'est un pays développé au niveau de la région. La Chine, qui était un pays en crise avant, aujourd'hui, la Chine, c'est l'une des puissances au niveau mondial. Mais pourquoi la Chine est devenue puissante? C'est parce que donc, les Chinois se sont assis ensemble, ils se sont mis ensemble pour pouvoir élaborer un projet de société, pour pouvoir élaborer un plan. Moi, je réitère qu'il faut que les acteurs haïtiens se mettent ensemble et pour se garder droit dans les yeux, pour pouvoir élaborer une feuille de route, un plan, un agenda qui est clair, pour pouvoir définir donc, les thèmes d'un accord politique, pour pouvoir sortir de la crise conjoncturelle, après avoir sorti le pays de cette crise conjoncturelle, pour pouvoir et poser les bases pour adopter les problèmes de fond, les problèmes structurels auxquels la société fait face. Malheureusement, encore une fois, Madame Saint-Éloi, les acteurs internationaux, les étrangers n'ont jamais résolu de crise dans aucun pays à travers le monde. C'est surtout les acteurs locaux qui ont résolu leur propre crise au niveau interne. C'est-à-dire qu'il revient aux acteurs haïtiens d'abord d'adopter des solutions conjoncturelles pour résoudre la crise conjoncturelle, c'est-à-dire trouver un accord largement large entre eux. Et deuxièmement aussi, après avoir trouvé cet accord conjoncturel, pour pouvoir aller aussi, et surtout vers un plan qui peut aborder les problèmes de fond, les problèmes structurels auxquels le pays fait face. Et comme ça, nous pouvons avoir la paix durable, une paix qui est véritablement réelle. Merci, M. Devers. Notre capable dit, c'est nous-mêmes qui gagnons, c'est nous-mêmes qui, bon, c'est nous c'est gagnons, c'est nous-mêmes qui pour mettre l'ordre là caille nous, et qui donc, si gon l'autre voisin qui vient mettre l'ordre pour nous, considérez nous c'est Timoun tout, et avec Timoun na caille. Donc, si nous dit nous c'est gagnons, c'est nous-mêmes qui pour mettre l'ordre la caille nous. Donc, aucun pays n'est tombé du ciel. Nous comprenons que, et Jean Dignan, M. Devers, c'est nous-mêmes qui pour prendre destin nous en main. Donc, merci vraiment, et Monsieur Devers, d'avoir rendu possible cette émission. Et merci à vous, Madame Naïma Saint-Éloi, merci à tous nos super branchés. Merci et à la prochaine. Avant de nous aller, il faut vraiment remercier nos techniciens et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci particulièrement à Stevenson Mercier, Richardson Dormeus et puis Joseph Philippe François qui vraiment fait un pile gymnastique pour l'émission ça, il est possible. Enfin, nous remercions parce qu'on tape suivre émission si là, nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre numéro émission l'interview. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.